Bonsoir à tous, bienvenue aux 20h sur Equinox Télévision. À la une de cette édition, engin explosif improvisé, les forces de l'ordre désamorcent une cargaison à Garoua dans la région du Nord. Le colis dangereux en provenance du Nigeria était dissimulé dans un véhicule. Corridor Douala-N'Djamena, le Tchad coupé du Cameroun. Le pont Palar à Maroua a cédé sous la pression des fortes pluies à la suite des inondations qui s'abattent sur la ville de Maroua. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, et merci de rester fidèles sur Equinox Télévision. Je vous le disais en titre, plus de 200 engins explosifs saisis à Garoua dans la région du Nord. La cargaison en provenance du Nigeria a été interceptée dans un véhicule de marque Starlet par les forces de l'ordre. D'autres précisions dans ce reportage de Gladys Sidi. Vaste coup de filet que vient de mener la mission Alcomi Zone 3. 200 engins explosifs improvisés ont été saisis à Garoua dans la région du Nord. La cargaison en provenance du Nigeria était dissimulée dans un véhicule. Selon les éléments de la douane, ces engins explosifs improvisés étaient destinés à alimenter la guerre dans la région de l'extrême nord où les populations subissent les affres de Boko Haram depuis plusieurs années. Et pour lutter contre la contrebande d'abord et de deux, les marchandises prohibées. La contrebande, c'est la marchandise qui est entrée dans le territoire sans passer par les services de douane. Et les prohibitions, c'est les marchandises qui ne sont pas autorisées d'entrer au Cameroun. Donc si on trouve ces marchandises, on arrête. Donc on vient de faire 2 grandes saisies. Avant-hier, on a saisi le riz, que vous voyez derrière moi, le riz, 2 cargaisons de riz. Le riz est interdit d'exportation, on n'exporte pas le riz. Donc quand on trouve, on saisit. Et ce matin, on vient de prendre les matériels qu'on peut utiliser pour fabriquer les explosifs. Le coordonnateur Alcomi Zone 3, qui regroupe l'Adamawa, le Nord et l'extrême Nord, renseigne aussi sur les multiples opérations de saisie de marchandises illicites menées dans ces différentes villes. Tous nos magasins sont pleins avec le riz. C'est plein à Maroua, à Ngandré, comme à Gara, comme vous avez vu. On a les emballages plastiques, on a les médicaments, les psychotropes, les tramol qui sortent du Nigeria, le sucre qu'on saisit tous les jours. À la suite de la dernière saisie, le gouverneur de la région du Nord a pris des mesures interdisant notamment les activités des véhicules de marque Starlet qui effectuent le transport des marchandises et des personnes du Nigeria pour Garoua et vice-versa. Restons dans le registre des interventions des forces de défense et de sécurité. Elles viennent de mettre en déroute une vingtaine de séparatistes qui sémaient la terreur dans le département du Boyo, c'est au nord-ouest Cameroun. Eric Fopoussi nous en dit un peu plus. Ces populations du Boyo respirent à nouveau. Au cours d'une mission de 6 jours, dans ce département du nord-ouest, l'armée camerounaise a neutralisé 17 combattants séparatistes et 7 autres ont été appréhendés. L'opération a permis de récupérer des fusils de chasse, des barres de fer, des bouteilles de gaz, des treillis militaires, une tronçonneuse, des motos, des téléphones, de la marijuana, des munitions et du matériel explosif fabriqué localement, entre autres. Le général Ekonwese Divine, commandant de la 5e région de gendarmerie, accompagné du général de brigade Cavalaire, commandant de la 5e région militaire interarmée, s'est étonné de la persistance des activités séparatistes dans la zone. La peur est le plus grand ennemi que quiconque puisse avoir. Qui sont ces garçons? Un petit groupe ne peut et ne doit pas vous prendre en otage. Appelées à collaborer avec les forces de défense et de sécurité, les populations du département du Boyo espèrent que la paix durable revienne. Le défi étant de pouvoir vaquer à leurs occupations quotidiennes sans être dérangées. Et les populations de Maroua, dans la région de l'extrême nord,
ont les pieds dans l'eau depuis de longues heures suite aux fortes pluies qui s'abattent sur la ville. Et en image, le pont de Palar qui vient de s'effondrer. Une partie du tablier réservé au trafic routier s'est affaissée sous la pression des eaux, paralysant ainsi la circulation entre le Cameroun et le Tchad. Sans voie de contournement, les conducteurs de camions sur le corridor Douala-N'Djamena devront attendre. Mais pour combien de temps? Les opérateurs économiques camerounais et tchadiens redoutent d'énormes pertes financières. Et les routes nationales Douala-Yaoundé, Yaoundé-Bafoussam de plus en plus accidentogènes. Plusieurs accidents ont été enregistrés ce week-end. Principale cause, le mauvais état des routes et de mauvais véhicules. Julie Nguenyondé. Sur l'axe lourd Douala-Bafoussam, au lieu d'Ipendamboko, une carcasse de voiture tout en fumée. Ces deux-là qu'ont été sorties 5 personnes, dont 4 blessés et une femme, décédées sur le coup d'un face-à-face avec ce pick-up à la déventure littéralement broyée. Selon les témoignages, le pire survient lorsque le véhicule Toyota de type berline, roulant à vive allure, a tenté d'esquiver ce nid de poule sur la chaussée. Les victimes ont été transportées dans un hôpital pour les soins. Toujours sur la nationale numéro 5, plus précisément au lieu dit Chefferie Combé, l'on a frôlé le pire entre ce camion tombé à la renverse et un véhicule de transport interurbain. Une fois encore, le mauvais état des routes à l'origine de cet accident. Là, c'est le pouce qui a posé là. C'est à cause de l'état de la route. Si la route était bonne, on ne devait pas avoir ça. Ils sont venus tracer, ils ont enlevé le goudron là. Ils ont enlevé, ils ont fait quoi? Ils n'ont rien fait. Il y avait eu des gens ici avec les appareils, ils ont coupé. Ils n'ont rien fait. Aucune perte en vie humaine. Les quelques blessés enregistrés sont pris en charge dans une formation hospitalière. J'ai réussi à enlever les accidentés, il n'y a pas eu de mort. Donc ce que je veux maintenant, il faut qu'on me dégage la route. En tant que chef de quartier ici à Comé. Et sur la nationale numéro 3 Douala-Yaoundé, c'est un bus de transport interurbain qui prend feu. Il ne faut pas rester là, quand le réservoir va prendre le feu là. Ça va plus rapide. Il faut quitter là-bas. Les passagers ont juste eu le temps de se mettre à l'abri et voir leurs affaires s'évanouir dans les flammes. D'après le premier constat, l'état du véhicule serait la cause principale de cet incident. Et autre forme d'insécurité qui gagne du terrain sur nos routes, ce sont des agressions. Le maire de la commune de Bioura, dans le département du Nyon-Ekele, a été enlevé samedi par des malfrats et conduit à une destination inconnue. Paul-Henri Ngué a été dépouillé d'une somme de 200 000 francs CFA et de 2 téléphones portables. Retenu en captivité environ 10 heures, il a été libéré au petit matin du dimanche. La victime présentait des sévices corporels et a été conduit dans un hôpital. Paul-Henri Ngué revenait de Yaoundé lorsque son véhicule tombe en panne sur la nationale numéro 3. C'est alors qu'il est assailli par des individus armés. On ne le dira jamais assez, prudence, prudence aux usagers de la route. Parlons à présent de toute autre chose. Près de 2 semaines après les inondations qui ont surpris plusieurs habitants de la ville de Douala, des riverains continuent d'évaluer des pertes. Nos reporters Dani Warren, Zede et Kedjara se sont rendus au quartier Bepanda, dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. Ils sont allés rencontrer un entrepreneur qui a presque tout perdu. Reportage. À Bepanda, au lieu dit 54 escaliers, plusieurs jours après les inondations spectaculaires du 21 août dernier, les populations continuent de vivre à proximité de l'objet de toute leur turpitude, à savoir l'eau. Quand il pleuvait, je suis sortie, passée par le couloir, je voulais vérifier si l'eau soigne.
À ma grande surprise, je vois comment l'enfant m'appelle que je viens voir comment l'eau est en train d'entrer dedans. Je n'ai pas pu tout me mettre là. Toutes les choses étaient mouillées. Nous sommes ici chez le chef de bloc 2 du lieu dit 54 escaliers. Et comme vous pouvez le voir dans la maison, on aperçoit encore suffisamment bien le passage des eaux. Les murs sont marqués. L'ensemble de la maison est encore totalement désordonné. Et la fille du chef qui était présente ce soir du 21 août nous explique comment il était compliqué à la fois pour les habitants de cette maison et pour l'ensemble des habitants du quartier de sortir du piège créé par les eaux. Voici le niveau d'eau de vendredi le 21 août. Nous avons pu sauver quelques enfants parce que le drame a été vraiment très désagréable. Il y a certains enfants qui ont même bu l'eau. C'est à l'aide des grands du quartier qui sont partis maison par maison pour secourir certains enfants. Nous n'avons pas eu l'aide des sapeurs-pompiers, rien du tout, personne n'est arrivé. Nous nous sommes débrouillés tout seuls. Les cliniques partout ici, là, les centres de massage, tous les hôpitaux. Et ces malades n'ont pas eu le temps de sortir. Le docteur ne pouvait pas faire sortir tous ces malades-là. Il a fallu qu'on prenne les grands du quartier avec les pirogues. Ils avaient certains pirogues là. Donc on prend les frigos gâtés. On porte les enfants dedans pour traverser, pour les mettre aux escaliers. Oui. C'est ce que nous on a pu faire. Donc personne n'a dormi ici cette nuit parce que même à 22 h, l'eau n'était pas finie. Quand c'était plus grave, c'est moi qui est parti voir le chef d'agence du Trésor. Je lui ai supplié que pardon, je vais envoyer la population là-bas. Il a été d'accord. Dans ce quartier classé difficile de l'arrondissement de Douala 5e, il n'existe pratiquement pas de drain, il n'existe pas de rigole. Il n'y a à peu près rien pour canaliser les eaux. Résultat des courses, l'eau côtoie les maisons. Les enfants s'amusent à longueur de journée dans cette eau souillée qui peut être l'objet de plusieurs maladies. Nous voulons, c'est des drains ici là. Pour que pareil, quand le ciel noircit là, on a peur, on commence à soulever nos matelas. Et même en saison sèche même. Les rigoles que vous voyez là, ça coule toujours comme ça là. Les moustiques, les enfants sont à l'hôpital tous les jours, les grandes personnes tous les jours. Donc franchement, nous sommes dépassés et nous ne pouvons pas fuir. Il faut voir d'abord la pluie pour fuir. C'est grave, c'est grave. Nous on n'a jamais eu une telle inondation. Quoi qu'on disait que nous sommes dans les zones à risque ou ceci, cela, mais nous on n'a jamais eu une telle inondation. Le seul, ce qu'on peut faire, là où nous avions beaucoup été menacés, c'est que ça fait plusieurs fois qu'on nous donne toujours promesse de dire qu'on va curer le drain, on va faire le drain. En image, ce qui constitue le principal pôle de jeu des enfants du quartier, c'est une sorte de stade improvisé qui ne respecte certes pas les dimensions d'un stade classique. Pourtant, c'est ici que les enfants du quartier s'amusent à jouer aux billes, s'amusent à jouer à la marelle. Lors des inondations du 21 août, il était pratiquement impossible de se déplacer ici parce que le niveau d'eau, le courant d'eau était d'une violence sont pareils. Quand on a soulevé l'eau, même en sortant, même l'eau était déjà au ventre. Oui, l'eau était déjà au niveau du ventre. Même quand on est monté en route, nos frères qui sont restés à la maison sont venus nous dire que ce qu'on a fait là, non, que c'était rien. Donc, l'eau est revenue avec la pression. Ça a tout basculé. La pluie de 3 août, il y a de cela 20 ans. Là où nous sommes, il n'y avait pas d'eau. Le 3 août là, c'est là où la population s'est abritée. Mais cette fois-ci, la vente était inondée aussi. Ça a balancé même les congélateurs, tout. C'est là où j'ai fait monter la population à Trésor. Dire que si les habitants du quartier Bépanda dans leur ensemble ont été touchés par ces inondations du 21 août dernier, il y a surtout l'aspect économique de ces inondations qui est à un niveau élevé dans ce quartier où des commerçants ont perdu des stocks importants de leurs marchandises, des pertes qui sont chiffrées à plusieurs centaines de mille. Moi, je mentionne mes pertes, je ne suis peut-être à 400 000. Puisque j'avais commandé le maïs à Bouddha, c'est venu 8 seaux. J'avais le sac de coquilles non détaché. Les riz de 22 000 le sac. Vous savez, on vend le riz à 22 000 le sac. 8 sacs à 22 000. Sans compter, comme vous voyez, c'est exposé là. C'est comme ça, j'expose ça, je ne calcule même pas. Oui, les congélateurs, l'eau est entrée dedans. Ça a balancé avec les poissons qui étaient là. On a porté tout. Au lieu de nous donner les matelas, les morceaux de savon qu'on donne là, qu'on essaye qu'avec cet argent, on nous fasse le drain là. Parce que ça ne sert à rien qu'on nous donne les matelas. Demain, il va pleuvoir. Les mêmes matelas qu'on a donnés, ça s'est toujours mouillé.
Après notre tour dans l'ensemble du quartier Bépanda au lieu dit 54 escaliers pour apprécier la force des dégâts des inondations du 21 août dernier, nous arrivons exactement à cet endroit qui donne son nom au quartier. Si vous comptez, cela fait exactement 54 escaliers. C'est à cet endroit, par cet endroit, que les populations étaient évacuées au jour du 21 août pour empêcher qu'elles ne périssent dans les eaux. Pour Equinox Télévision, depuis Bépanda 54 escaliers, nous sommes Dani Warenzo 2 et Kidiaha. Ouvrons à présent le chapitre santé de ce journal. La couverture santé universelle au Cameroun, des critiques se font entendre avant même la mise en marche de ce projet. Alors que le ministre de la Santé publique vient d'attribuer la conduite de ce projet à l'entreprise Santé universelle Cameroun SA, des observateurs avertis parlent d'escroquerie à ciel ouvert. Gizogo pour le reportage. Si l'on a annoncé pompeusement la signature le 27 août dernier à Yaoundé de la convention de partenariat pour la mise en œuvre de la couverture santé universelle CSU entre le ministère de la Santé publique et l'entreprise Santé universelle Cameroun SA, d'autres sons de cloche se font entendre. L'on apprend notamment que l'équipe technique chargée de la réflexion sur ce projet et qui n'est pas celle à qui sa conduite a été attribuée avait rendu sa copie après 4 ans de travail. Le travail qui avait été attribué aux différents groupes techniques qui avaient fait la réflexion là-dessus a été achevé. Donc pour la suite, c'était justement donc la matérialisation et l'adoption de ce travail pour que nous puissions donc commencer à voir un peu l'implémentation de toute cette réflexion qui a été faite depuis un certain nombre de temps. À l'issue de cette réflexion, des propositions concrètes avaient même été formulées. Le groupe technique CSU a premièrement défini un nombre panier de soins qui allait environ à 142 maladies qui devaient être prises en charge dans le cadre du projet CSU. Il y avait également la proposition d'avoir une structure nationale qui gère justement donc ce projet. Au niveau du financement, il y avait ce groupe technique qui était chargé de l'élaboration de la stratégie de financement à la santé qui a abouti à une estimation de 1300 milliards à l'horizon 2030 pour les besoins de santé. Le constat qui est fait devant cette option du gouvernement est celui d'un choix porté sur des structures qui n'auront pas été à la base de l'élaboration du projet de couverture santé universelle au Cameroun. Aujourd'hui, nous avons une société étrangère qui, on nous explique qu'elle va fonctionner avec 2 autres entreprises camerounaises qui, en réalité, n'ont pas été dans le contenu de l'élaboration du projet. Et ce qui fait même encore d'autant plus la difficulté, c'est que dans les attributions, on se rend compte que dans le cahier de charge de ces entreprises, il y a des activités qui avaient déjà été menées, qui devraient encore être menées par ces entreprises. On a justement donc l'impression que nous sommes rentrés au point de départ avec toutes les réflexions qui avaient déjà été menées. Et comme souvent, ajoutons, c'est à un retour en arrière auquel on assiste. Lorsqu'on sait qu'on a passé beaucoup de temps dans une réflexion, on s'attend justement à ce que ce travail soit matérialisé et qu'il soit pris en compte. Donc c'est un peu le désarroi que nous pouvons, qui peut nous animer actuellement parce que en attendant que le travail soit valorisé, on s'est plutôt vu devant une situation selon laquelle il y a une entreprise qui a eu à signer le contrat. Avec cette polémique, il se peut bien que le projet de couverture santé universelle au Cameroun s'avère être un serpent de mer. Et toujours en santé, bientôt l'introduction d'un vaccin dès la naissance pour lutter contre les hépatites B. Les bailleurs de fonds et partenaires au développement le recommandent. Ils l'ont fait savoir alors que le gouvernement lançait le plan stratégique national de lutte contre les hépatites virales. Le compte rendu avec Emmanuel Diop et Aïk Cyril. Avec un taux de prévalence national situé à 8,3% pour l'hépatite B, 1,03% pour l'hépatite C et 10,5% pour l'hépatite D, les hépatites virales constituent un véritable problème de santé publique au Cameroun. Au regard
du nombre de patients atteints par cette maladie, au regard des complications redoutables telles que le cancer du foie, l'hépatite virale devient une préoccupation pour la politique sectorielle en matière de santé. Et pour lutter efficacement contre un fléau, il faut commencer par concevoir un certain nombre d'activités, concevoir un certain nombre une vision. C'est pour ça que le Cameroun s'est doté d'un plan stratégique national de lutte contre les hépatites virales. Le plan stratégique national a été mis sur pied avec le concours de l'Organisation mondiale de la santé. Il est une sorte de boussole qui fixe le cap et donne plus de visibilité et de crédibilité aux actions de lutte contre les hépatites virales au Cameroun. Le plan stratégique permet maintenant de focaliser les interventions et de pouvoir connaître avec plus de précision les ressources nécessaires. Qu'est-ce que le gouvernement du Cameroun va mettre à augmenter les ressources, mais également pour les partenaires. C'est plus facile de dialoguer avec un partenaire quand vous savez où vous allez. L'un des axes à prendre en compte dans la lutte contre les hépatites virales, c'est la prévention, notamment l'administration aux enfants dès la naissance du vaccin monovalent contre l'hépatite B. Les partenaires au développement l'ont proposé au pouvoir public. Ce vaccin actuellement est inclus dans le programme élargi de vaccination et donné à 6 semaines de vie. Conformément aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, ce vaccin doit être ramené dans les 24 heures suivant la naissance du bébé pour une meilleure gestion de la maladie. Parce que les mamans sont souvent porteuses de l'antigène de l'hépatite B et transmettent dès la naissance à l'enfant, ce qui cause un problème d'évolution de la maladie, puisque 90% de ces enfants sont positifs au virus de l'hépatite B. En lançant le plan stratégique national de lutte contre les hépatites virales, le Cameroun compte réduire à 5,3% l'hépatite B et à 6,5% l'hépatite D d'ici 2024. Le plan vise également à diminuer l'incidence des hépatites A et E sur les populations de 15 à 59 ans. Et toujours dans le chapitre santé de ce journal, le gouvernement et la médecine, les médecins traditionnels se tensent mutuellement, tandis que les praticiens balaient du revers de la main les préjugés contre la médecine traditionnelle. Les pouvoirs publics les invitent à soumettre leur protocole à la critique scientifique. Les deux parties s'exprimaient à la faveur de la célébration de la 18e édition de la Journée africaine de la médecine traditionnelle, célébrée ce lundi à Yaoundé, avec Cyril. Sur ce prospectus, une liste de maladies que prétend guérir un praticien. À la question de savoir comment un être humain peut-il à lui seul soigner autant de maladies, l'homme répond que l'essentiel c'est la satisfaction du patient. L'essentiel c'est le résultat. Si quelqu'un te dit je soigne le cancer et qu'il te soigne, si demain il soigne les perses, si après-demain il soigne l'hépatite, si un autre jour, l'essentiel c'est d'avoir des résultats. La question du dosage se pose également avec acuité, mais le médecin traditionnel a la même réponse. Le problème de dosage ne se pose pas. S'il y avait problème de dosage, on aurait tellement de morts. Parce que à nos jours, les gens viennent se soigner quand ils sont déjà chassés dans des hôpitaux. Ils viennent se soigner. Donc ceux qui sont dans les hôpitaux ont la connaissance du corps humain et non la connaissance de la fabrication des remèdes. Le discours tranche net avec celui du ministère de la Santé publique, où l'on invite les praticiens de santé à soumettre leurs solutions à un protocole scientifique. Le praticien ne devrait jamais oublier sa responsabilité et ses devoirs envers la société. Nos nombreuses solutions, médicaments, en subissant un minimum de protocoles pourraient véritablement être le chemin vers un mieux-être, une meilleure santé. C'est finalement un jeu de ping-pong entre la médecine traditionnelle et la médecine moderne ou conventionnelle. Les tenants de la pharmacopée africaine demandent plus de considération de la part des pouvoirs publics. Les responsables du gouvernement eux-mêmes doivent reconnaître ce que leurs aïeux ont fait. Et à travers ça, nous donner tout le respect que nous méritons. C'est nous qui couvrons 70% des problèmes des Camerounais. La médecine classique ne couvre que 20% et la médecine spirituelle couvre 10%.
la médecine occidentale, c'est une médecine artificielle et la médecine africaine, c'est une médecine naturelle. En réaction, le ministre de la Santé publique rappelle l'engagement du gouvernement à promouvoir la médecine traditionnelle. En 2002, le nouvel organigramme du ministère de la Santé publique a créé au sein de la sous-direction des soins de santé primaire un service des prestations socio-sanitaires traditionnelles chargé du suivi des activités y afférentes et du développement de la collaboration avec les praticiens de santé. Nous avons suivi les doléances remontées tout à l'heure par le Dr Briand. Nous étudierons la question avec le ministère de la Recherche scientifique. Le MinSanté ajoute que le projet de loi devant régir la médecine traditionnelle au Cameroun est en préparation. Il sera bientôt soumis aux instances compétentes. Nous avons d'ailleurs mis en place une sous-commission dédiée aux médicaments traditionnels au niveau de la Commission nationale d'homologation des médicaments. Ainsi, l'arsenal institutionnel étant disponible, le ministère de la Santé publique s'est inscrit dans une démarche visant à soumettre au gouvernement à court terme le projet de loi portant organisation et fonctionnement de la médecine traditionnelle dans notre pays. Pouvoir public et praticiens de santé s'exprimaient à la faveur de la célébration de la Journée africaine de la médecine traditionnelle, dont la 18e édition exalte les progrès réalisés dans les pays. Parlons éducation à présent. Comment la pandémie du coronavirus a affecté le système éducatif camerounais? D'après l'UNESCO, plus de 7 millions d'apprenants ont subi les conséquences de la pandémie, avec notamment des arrêts brusques des cours qu'il faudra rattraper. Dans les zones en crise, comme dans les régions francophones, les Nations Unies évaluent les moyens à mettre en œuvre pour une bonne reprise des cours en octobre prochain. Georges Mitterrand-Dam, Donald Brice, Kamgan. L'éducation de 7,8 millions d'élèves et d'étudiants du privé et du public a été impactée par les restrictions prises contre le coronavirus au Cameroun. Le chiffre est de la Commission nationale pour l'UNESCO, dont le ministère de l'Éducation de base est membre. L'interruption de l'activité scolaire a également touché 1,8 million d'élèves de l'enseignement secondaire général et technique et près de 40 000 apprenants de la formation professionnelle et 500 000 étudiants des universités publiques et autres instituts universitaires d'enseignement supérieur. La suspension des cours pour 2 mois a eu un impact plus marqué dans les régions en crise, le nord-ouest et le sud-ouest, l'extrême nord et l'est, des régions où les tensions sécuritaires sont déjà très néfastes sur le système scolaire. L'impact de la crise sécuritaire sur l'éducation est là. Par exemple, sur les régions du nord-ouest, sud-ouest, comme vous le savez, la plupart des écoles étaient fermées. Et beaucoup d'élèves n'ont pas eu accès à l'éducation à cause de la situation sécuritaire. Du fait des affrontements entre séparatistes et groupes armés, 600 000 enfants sont privés d'école dans le nord-ouest et le sud-ouest, a estimé l'UNESCO dans un rapport en fin 2019. La concertation de Douala regroupe cette agence des Nations Unies, les acteurs institutionnels de l'éducation et les experts techniques. Attendu, l'appropriation par les participants des modèles alternatifs d'apprentissage, le e-learning et les conditions de déploiement des financements disponibles est destiné à renforcer la réponse contre la pandémie dans les écoles dans la perspective de la rentrée scolaire prévue en octobre prochain. Le groupement des femmes d'affaires du Cameroun vient de tenir son assemblée générale avec des changements qui sont intervenus dans son bureau et l'annonce des formations pour des jeunes filles. D'autres précisions avec Joël Essenge et Gizogo. Le groupement des femmes d'affaires du Cameroun, GEFAC, s'est fait entendre. Cette organisation vient de tenir son assemblée générale à Yaoundé dans son siège flambant neuf. Les travaux sur 2 jours ont donné lieu à des changements, notamment au sein du bureau de ce groupement. Le bilan est positif parce qu'avec le Covid, ce n'est pas facile de déplacer tous les dirigeants. Dieu merci, on a une grande salle, qu'on a respecté les mesures barrières. Tous les présidents ont proposé leur bureau régional, qu'on a un comité à examiner et on a approuvé tous les bureaux régionaux.
Désormais, dans ce nouveau dispositif, une secrétaire générale est appointée pour conduire l'administration du groupement des femmes d'affaires du Cameroun. Depuis que j'ai pris le flambeau de GEFAC, j'ai conduit le bureau de maman Françoise Founi. J'ai pris mon temps pour observer les femmes et aujourd'hui, j'ai choisi les oiseaux rares pour joindre mon équipe pour amener GEFAC le plus haut. Dans la foulée, il est question des actions devant régir la marche du groupement des femmes d'affaires du Cameroun et parmi celles-ci, la formation des jeunes filles. On est en train de former les jeunes filles camerounaises qui nous ont présenté leurs idées de projet. On va les former pour développer le projet, faire le business plan et créer leurs entreprises. C'est un plan d'action en 4 phases, c'est-à-dire un plan d'action immédiat, un plan d'action à court terme, à moyen et à long terme. Avec la présidente, nous avons établi ce plan d'action avec des activités bien précises et surtout un chronogramme dans l'exécution de ces activités. Le temps de la réflexion ayant été plein au cours des travaux, les membres du groupement des femmes d'affaires du Cameroun se sont accordés un temps de distraction lors d'un gala. Il n'y a plus qu'à attendre les résultats de cette grande mobilisation des femmes d'affaires du Cameroun. Mesdames et messieurs, c'est avec ce reportage de Guy Zogo que nous mettons un terme à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans quelques secondes Serge Alotou pour la deuxième partie d'Equinox Soir. Serge Alotou. Une centaine d'explosifs saisis par nos services de douane au niveau de Garoua, dans le Nord Cameroun. La saisie, il faut le dire, elle a été faite au cours de l'opération Alcomi 3. Et vous l'avez vu dans le reportage de Gladys Sidier, le colis dangereux provenait du Nigeria voisin. Et dans quelle ville allaient détonner ces explosifs que viennent de désamorcer les forces de l'ordre? La question se pose au moment où plusieurs tentatives d'attentats ont été enregistrées dans la capitale politique, Yaoundé. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel d'Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Julien Berthe. Très bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain. 20h. Madame.